Yo, j'ai une simple question à te poser. T'es-tu déjà demandé si les animaux avaient une âme? A priori non, parce que c'est pas une question qu'on a tendance à se poser très souvent, mais il y a des gens qui se la sont posées. Bienvenue dans ce déjà troisième goûter philo, et aujourd'hui on va explorer l'âme des animaux. C'est parti, jingle! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu beaucoup de philosophes qui se sont intéressés à la question de l'âme, mais aujourd'hui, on va se concentrer que sur un d'entre eux, Pierre Gassendi. Et qui dit âme, dit corps. Mais vous le faites exprès là. Corps. Merci, on continue. MC Platon, que je vous ai déjà présenté dans des vidéos précédentes, et si vous ne les avez pas vues, servez-vous. Platon donc discernait la beauté du corps et la beauté de l'âme. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas ton sex appeal qui est important. Aristote. Alors pour les gens qui ont regardé ma dernière vidéo, vous avez très bien vu que je m'en prenais à Aristote. Attention, je ne m'en prends pas à Aristote en tant que philosophe, mais je m'en prends plutôt à Aristote en tant que scientifique. Parce qu'il faut avouer que dans ce domaine-là, il était plutôt... L'homme n'a que 5 sens parce qu'il n'en a pas d'autres. Aristote, donc, avait une pensée bien différente de celle de Platon. Comme vous pouvez le voir ici, Platon a son index pointé vers le ciel, ce qui signifie le monde des idées. Aristote, quant à lui, a sa main vers le sol, comme s'il driblait. Ce qui signifie qu'il était plus concentré sur le monde du réel, et c'est pour ça qu'il a écrit l'histoire des animaux. Pour lui, c'est l'âme qui rend vivant le vivant. Autrement dit, l'âme n'existe pas sans le corps. Ce qui nous fait faire un saut dans le temps pour arriver jusqu'à Descartes. Pour lui, les animaux ne sont que des machines avec des engrenages semblables à ceux d'une montre. Look at my Rollie, yeah. 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 En gros, ça veut dire que pour lui, les animaux n'ont ni âme, ni instinct, ni intuition, ni réflexion. C'est la nature qui meut leur mécanique. Ce qui nous amène au philosophe d'aujourd'hui, Pierre Gassendi. Gassendi était un philosophe et scientifique qui s'intéressait à l'astronomie et qui fréquentait des gens assez cool, des gens qui pèsent dans le game, tu vois. Kepler, Copernic, Galilée, ça vous dit quelque chose? Allez, une paire de petites anecdotes. Johannes Kepler, grâce à ses calculs, dresse les tables Rudolphine dont se servira plus tard Pierre Gassendi, évidemment. Et les calculs de Kepler sont très importants parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à trouver une régularité dans les mouvements des astres, ce qui prouvait que ce n'était pas quelque entité divine qui manipulait les astres par pur caprice. Ce qui a mis l'astrologie en PLS. Et en parlant de mouvement, c'est parti pour la deuxième anecdote. Galilée n'a pas jugé nécessaire de prouver que si on lâchait un boulet du haut de la tour de Pise, il allait tomber au pied de la tour de Pise. Gassendi ira beaucoup plus loin pour prouver que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Et petit muove. À Marseille, il embarque sur un bateau et demande qu'on jette un boulet du haut du mât. Le bateau, bien évidemment, était en mouvement pour tous les platistes qui pensaient que le boulet devait tomber en diagonale. Eh ben non, il est tombé tout droit. Démonstration faite. Et c'est parce que Gassendi voulait toujours passer par la démonstration qu'il peut être considéré comme le créateur de l'empirisme. Gassendi était un si bon astronome que Galilée a demandé qu'à sa mort, on lui donne une de ses lunettes pour observer l'espace. Au passage, Gassendi a aussi déterminé la vitesse de propagation du son qui est de 1473 pieds secondes. Gassendi, philosophe, est passé à l'histoire pour deux choses. Et après, il est parti de l'histoire parce que plus personne n'en parle. La première, c'est qu'il a été le deuxième philosophe à vouloir réhabiliter Épicure, après Lucrèce. Et la deuxième, c'est sa réfutation de Descartes. J'ai pas pu m'en empêcher. L'une des plus grandes différences entre Gassendi et Descartes,
c'est que Gassendi pensait que le temps et l'espace étaient infinis, alors que Descartes pensait qu'ils étaient déterminés par la volonté et les caprices de Dieu. Gassendi était atomiste, ce qui veut dire qu'il croyait en la matière et non la substance. Devinez qui d'autre appuyait Gassendi et s'en prenait à Descartes? La Fontaine. Jean de La Fontaine. Merci. Et c'est dans son discours à Madame de la Sablière, que je vous mettrai en description, que Jean de La Fontaine expose sa réfutation à Descartes. Et je vous jure qu'il avait bonne réfutation. Dans la première partie, tout ce qu'il fait, c'est juste dire à Madame de la Sablière à quel point elle est intelligente, qu'elle n'est pas comme les autres, mais il est obligé de faire ça parce que c'était quand même sa protectrice. Elle ne le faisait pas, elle le foutait à la porte. Tout simplement. Et après avoir exposé le raisonnement de Descartes, il propose 4 arguments pour le réfuter. Il reste fidèle à ses habitudes et raconte 4 histoires d'animaux, dont 3 tirées de ce livre d'Aristote. La première étant celle d'un vieux cerf qui, chassé par un chasseur sachant chasser avec son chien et ses corps, utilise de ruses et de stratagèmes dignes des plus grands chefs, même si les chances ne seront pas de son côté, et son âge non plus. Grand respect à vous, maître cerf. Oh, c'est trop d'émotion, je vais pleurer. On enchaîne directement avec la prochaine histoire. Maman perdrix, poursuivie par ces mêmes chasseurs, fera croire qu'elle est blessée, traînant de la patte et de l'aile. Le chasseur et son chien, voyant cette proie idéale, se précipitent sur elle, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que Mère Perdrix, agile comme le vent, prend son envol et rit de cet homme et de son chien. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que c'était une feinte pour les éloigner du nid où se trouvaient les petits perdreaux. La prochaine histoire, c'est avec des castors et elle se situe au Canada. C'est une histoire de castors qui vivent en paix et en harmonie dans la colonie et avec la nature. Ils construisent des ponts, des barrages pour traverser l'eau, là où même des humains échoueraient à la nage. Ils font preuve de sagacité, d'ingéniosité et de sociabilité, parce que les suivants, c'est des asociaux. Il s'agit des cousins germains du renard. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ces petits fripons passent leur temps à se faire la guerre. C'est marrant parce que chez l'humain, c'est exactement pareil. Et avec ces 4 exemples, La Fontaine veut prouver que, parce qu'ils usent de stratagèmes, les animaux sont capables de penser, contrairement à certains humains. Et c'est là qu'il fait un gros clin d'œil à Pierre Gassendi en ramenant Épicure dans son discours. Petite note, quand Descartes traitait quelqu'un d'épicurien, c'était une insulte. Hé, épicurien va! Épicurien toi-même! La Fontaine réfutait donc à Descartes que les animaux ne soient que mémoire. Et il ramène jusqu'à insinuer que peut-être la flore, parce qu'elle respire. Cependant, la plante respire. Il y a effectivement une partie vitale, non mécanique de la plante qu'Aristote a remarqué en observant le bouturage. En d'autres termes, la plante possède la propriété de se nourrir par soi-même. Mais La Fontaine, fidèle à lui-même, il fallait quand même qu'il casse une petite fable. On le résume rapidement. C'est 2 rats qui ont faim et qui cherchent à manger, du coup ils trouvent un œuf, mais manque de peau, on voit Maître Renard au loin. Du coup, comme ils ont vu ce qui s'est passé au corbeau, ils ont décidé de partir direct. Non, plus sérieusement, il n'y a pas ça dans la fable. Ils pensent à toutes les solutions envisageables, l'un des deux se met sur son dos et tient l'œuf, pendant que l'autre le traîne par la queue jusqu'à leur maison. J'ai résumé vite fait la fable parce que, en gros, tout ce que veut prouver La Fontaine, c'est que les animaux ont des réflexions et de la volonté. Et j'en viens probablement à la partie la plus importante et intéressante du discours, le moment où Jean de La Fontaine nous dit qu'il existe 2 sortes d'âmes différentes. Une âme imparfaite et grossière que toutes les créatures vivantes posséderaient,
Enfin, pour les plantes, il n'est pas sûr encore. Et une deuxième âme qui ne percerait, semblerait-il, qu'avec la raison et qu'on aurait jusqu'à un certain degré en commun avec les anges. En parlant des anges, j'ai oublié de préciser un petit truc. Gassendi, même si c'était un homme d'église, avait démoli la théorie de l'existence de Dieu, de Descartes bien évidemment, selon laquelle Dieu devait forcément exister parce que c'était Dieu qui avait mis la pensée de Dieu en l'homme. Je simplifie. Si je pense à Dieu, c'est parce que Dieu a mis la pensée de son propre être en moi. Donc forcément, il existe. C'est exactement comme... Parce que... Essaye de la fumer, sa pipe. You cannot. En parlant de l'idée et de l'existence de Dieu, je pourrais peut-être caler 2-3 mots sur Nietzsche, non? Non, laisse tomber, ce goûter philo est déjà beaucoup trop long. Je vais faire un goûter philo sur Nietzsche, mais ce ne sera pas celui-ci. J'espère que ce goûter philo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et commenter si vous voulez que je fasse un goûter philo sur Nietzsche. Abonnez-vous, vous ça vous fait pas de mal, moi ça me fait du bien. Du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.